Voilà, alors on a le plaisir, l'honneur d'accueillir Rémi Slama, qui est à la fois un ami, un grand scientifique, Polytechnique puis médecine. Non, j'ai jamais fait médecine. Ben alors, qu'est-ce que tu mets sur ton CV Ah non, pardon. C'est à Sam, je ne sais pas ce que j'ai jamais fait. HDR peut-être. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, à Paris 11. Bon, mais ça va, tu restes quand même un grand ami de la famille ISPED. Et surtout un grand scientifique aussi. Sa spécialité, c'est la santé environnementale ou la recherche en santé environnementale. C'est un directeur de recherche INSERM qui a un groupe très actif à Grenoble. Donc on est très heureux de l'accueillir. Et il va nous parler, je crois, du concept d'exposome. Donc merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à tous. À Carole, à Rodolphe et à vous tous pour votre accueil. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc quand quelqu'un vient parler d'un nouveau défi, vous pouvez essayer, en essayant d'être rapide, expliciter quelques motivations de ce concept d'exposome, parler de questions qui sont en lien avec la caractérisation des expositions, qui sont bien sûr centrales, évoquer l'analyse statistique de ces questions d'exposome, et puis je pense que j'aurai pas beaucoup de temps pour présenter les tout premiers résultats des premiers projets sur l'exposome, et notamment le projet ELIX, sur lequel on a beaucoup travaillé dans le cadre d'un consortium européen et qui vient de s'achever. Alors, le point de départ, c'est bien sûr de la santé, qui a des déterminants proximaux, ces déterminants physiologiques qui sont en lien avec des perturbations de notre système endocrinien, immunitaire, cardiaque, vasculaire, en lien avec des processus d'inflammation, de stress oxydatif. Tous ces phénomènes proximaux qui déterminent la santé peuvent être influencés notamment par nos comportements, notre activité physique, notre régime alimentaire, influencé aussi bien sûr par notre génome et par l'épigénome. Et puis, il y a l'environnement. Alors l'environnement, d'une part, nos comportements ont une influence sur lui, ça c'est une autre question, c'est celle de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, avec les problématiques du changement global, de la diminution de la biodiversité. Et l'environnement, il peut aussi avoir une influence, d'une part, sur nos comportements. Vous n'allez pas avoir la même activité physique selon que vous soyez en milieu urbain, à la montagne ou à la mer. Mais il peut aussi avoir une influence sur les phénomènes pathophysiologiques que j'ai évoqués à l'instant, parce que, notamment, il y a dans cet environnement des facteurs qui sont capables de créer ce stress oxydatif, de l'inflammation ou de perturber notre système immunitaire ou endocrinien. Cet environnement, il peut aussi agir en altérant l'épigénétique, et donc tout ça incite à essayer d'avoir, comme on commence à l'avoir pour le génome, une vision globale des facteurs environnementaux avec ce concept d'exposome. Une autre motivation à ce concept, c'est d'un point de vue historique, quelque chose qu'on peut résumer sous le mot d'anthropocène, qui sont ces bouleversements qui sont survenus dans les 200 à 300 dernières années et qui ont accompagné différentes choses, notamment quelque chose d'absolument fantastique qui est le triplement en moins de 3 siècles de l'espérance de vie, qui est probablement l'événement le plus important, qui est un des événements les plus importants en tout cas qui est jamais survenu à l'espèce humaine, avant l'invention du rock'n'roll, bien après. Cet anthropocène, il s'est construit sur la révolution industrielle, qui est une révolution des sources d'énergie, avec le recours d'abord au charbon, qui, du point de vue de l'environnement, a entraîné le largage dans notre environnement de produits de combustion, donc typiquement certains gaz comme les oxydes de soufre ou les particules en suspension.
aussi des substances naturelles dont le niveau dans l'environnement a augmenté du fait des activités humaines, comme le plomb. Et puis, la révolution industrielle, avec le recours à d'autres énergies fossiles comme le pétrole, a été suivie d'une révolution chimique qui, elle, s'est accompagnée d'une augmentation absolument considérable du nombre de substances et du tonnage des substances chimiques de synthèse qui sont présentes dans notre environnement. C'est pas facile d'être complet, mais très schématiquement, au milieu du XXe siècle, enfin dès les années 1930, on a commencé par produire des composés organochlorés comme l'insecticide DDT ou les polychlorobiphényles, les PCB. Quand on s'est rendu compte de leur persistance dans l'environnement, dans l'organisme, on a interdit leur production, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne posent pas problème, justement parce qu'ils sont persistants et qu'ils sont toujours là dans notre environnement et dans notre organisme. Et on a remplacé ces substances par d'autres molécules. Dans le cas des pesticides, par exemple, les pesticides organochlorés ont été remplacés par les pesticides organophosphorés, puis les pyrétrénoïdes, les néonicotinoïdes dont on parle beaucoup en lien avec l'effondrement des colonies d'abeilles. Tout un tas de substances qui sont utilisées dans les matières plastiques. Bisphénol A, c'est le monomère de base du polycarbonate. Ou des additifs des plastiques comme les phtalates, dont il y a un grand nombre de représentants. Donc au final, on a aujourd'hui probablement plus de 130 millions de produits chimiques qui existent, qui sont enregistrés. Grâce à la loi REACH, on sait qu'il y en a probablement 150 000 qui sont autorisés sur le marché en Europe, dont quelques milliers, peut-être 5000, sont considérés comme des produits chimiques à haut volume de production. Et beaucoup de ces substances peuvent être détectées dans notre organisme, et une fraction relativement faible d'entre eux ont été testés de manière complète du point de vue de leurs effets toxicologiques pour des raisons historiques et réglementaires complexes. Donc il y a tout ceci est bien sûr une motivation très importante pour essayer d'avoir une vision complète de ces facteurs environnementaux qui, en plus des facteurs chimiques dont le nombre et la quantité a fortement varié, inclut d'autres facteurs que vous connaissez bien comme les déterminants sociaux, les déterminants physiques, les déterminants biologiques sur lesquels beaucoup d'entre vous travaillent et qui ont été à l'origine en grande partie de la faible espérance de vie qu'on connaissait il y a quelques siècles. Et je pense que le concept d'exposome doit vraiment inclure à terme l'ensemble de ces facteurs. Le problème, c'est qu'on est dans la situation où, typiquement, quand on cherche à faire le lien entre les facteurs environnementaux au sens large et la santé, il y a une disproportion que Christopher Wilde, qui est l'inventeur du concept d'exposome, aime bien représenter par ce crabe, dont une des pinces, celle qui est la plus forte, représenterait l'effort et les moyens qu'on met pour caractériser les paramètres sanitaires et biologiques en général, pour lesquels on a beaucoup d'outils. Et la petite pince représenterait les efforts qu'on fait pour caractériser l'environnement. Et c'est sûr que tant qu'on est dans cette situation disproportionnée, on risque d'avoir une vision complètement incomplète de ces liens entre exposome ou environnement et santé. Donc la définition et ce concept d'exposome, il a été mis en avant par Christopher Wilde, notamment pour inciter à essayer de faire pousser la deuxième pince du crabe et se mettre dans la situation où on est tout aussi efficace pour caractériser le déterminant et ses conséquences biologiques et sanitaires potentielles. Donc l'exposome, on le définit simplement comme l'ensemble de ces expositions environnementales au sens le plus large possible, qu'on subit depuis la conception pendant l'ensemble de sa vie. Alors, quand il y a une présentation, c'est pratique s'il y a une diapositive qui résume tout, qui permet à ceux qui ont d'autres choses à faire de se remettre après à leur papier, à leur mail urgent. Il y a une tentative que j'ai faite ici pour essayer de se représenter où on en est aujourd'hui avec l'exposome et comment ça peut évoluer. En fait, comme l'exposome a été généré, entre guillemets, en s'inspirant du concept de génome, on peut peut-être essayer de décrire sa situation et voir peut-être même son avenir
en retraçant l'histoire du génome. Alors je vais le faire de manière extrêmement simpliste et j'espère que ceux qui connaissent bien mieux que moi cette question me pardonneront. Mais donc, dans le cas du génome, il y a eu une grande avancée scientifique et technique qui est le séquençage du génome humain, notamment via le Human Genome Project, avec un fort investissement sur une quinzaine d'années, probablement 3 milliards de dollars investis. Dans le cas de l'exposome, on n'est peut-être pas dans la situation où on arrive à avoir une description complète de l'exposome tel que je l'ai défini, mais il y a quand même quelques belles études, notamment par exemple l'étude Enhance des CDC aux États-Unis, qui permet de caractériser l'exposition de la population américaine à plusieurs centaines de biomarqueurs d'exposition. Il y a des plateformes techniques qui ont permis ces avancées. Aujourd'hui, dans le cas du génome, c'est les plateformes de séquençage à haut débit. Dans le cas de l'exposome, on pourrait débattre, mais il y a notamment de façon centrale l'avancée des techniques de chromatographie et de spectrométrie de masse sur lesquelles je reviendrai et qui commencent à être vraiment des techniques de haut débit qu'on peut vraiment comparer aux techniques de séquençage à haut débit. Il y a un support biologique pertinent et annoté à l'information. Dans le cas de la génétique, ce support, c'est les gènes. Et puis, dans le cas de l'environnement, c'est les biomarqueurs d'exposition, même si, bien sûr, c'est un petit peu compliqué, parce qu'une substance, quand elle rentre dans l'environnement, elle est métabolisée en différentes autres substances. Mais enfin, dans le cas de la génétique, on sait bien aussi que gènes et protéines, c'est pas la même chose. Donc, il y a une complexité similaire. Cette information, elle est stockée sur un support qui, dans le cas du génome, elle est stable et relativement facilement accessible. C'est la molécule d'ADN qui est robuste, et si on est là, c'est parce qu'elle est robuste. La matrice ou le support de l'information, dans le cas de l'exposome, je pense qu'on peut avancer que c'est plutôt l'urine et le sang. Comme vous voyez, on n'a probablement pas une unique. Et puis pour ce qui est de sa stabilité, on n'est pas du tout dans la même situation. Et de sa variabilité aussi au sein de l'organisme, on n'est pas non plus du tout dans la même situation qu'on est dans le cas du génome où toutes les cellules somatiques contiennent à peu près la même séquence d'ADN. On a bien sûr développé des outils statistiques pour faire face à ces données qui sont des données de haute dimension. Et là encore, en étant extrêmement schématique, on va dire que dans le cas du génome, c'est les approches de type GWAS, avec toutes les techniques de correction pour les comparaisons multiples, et puis les approches épidémiologiques avec des larges consortiums pour augmenter la taille des études épidémiologiques. Et donc là, si on veut être rapide, on peut penser que le parallèle dans le cas de l'exposome, ce serait la même chose en remplaçant le G de génome par E d'exposome, et ce seraient les approches IWAS. Et on verra qu'en fait, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Alors, essayons de poursuivre quand même ce parallèle. Dans la découverte de l'exposome, on peut partir des études historiques en épidémiologie environnementale. Alors, on pourrait remonter à John Snow, où ici je prends un exemple d'une étude d'épidémiologie typique avec une exposition à un événement de santé. Est-ce que l'exposition au bisphénol A, qui est ce composé de base du polycarbonate, et puis qu'on retrouvait aussi dans les résines qui tapissent l'intérieur des boîtes de conserve, peut être associé au risque de surpoids. Chez l'animal, c'est assez clairement démontré. Qu'est-ce que font les épidémiologistes pour essayer de confirmer ça chez l'humain? Ils vont faire des prélèvements qui leur permettent de quantifier les niveaux de bisphénol A à un âge donné, dans une cohorte, suivre le développement des enfants, en l'occurrence, et faire un modèle de régression qui fait le lien entre ces niveaux de bisphénol A et l'indice de masse corporelle de l'enfant, en ajustant sur des facteurs de confusion pertinents, ce qui donne une relation dose-réponse que vous voyez ici. Alors cette approche des études mono-exposition, donc qui nous dit, voilà, à un moment donné, je suis exposé à tel niveau de cette substance, elle ignore plusieurs choses. La première, c'est que le niveau de la substance peut varier au cours du temps. Et dans le cas du bisphénol A, c'est des variations qui sont vraiment très fortes, dans un rapport qui peut aller de 1 à 10 dans les niveaux urinaires au sein d'une même journée ou d'un jour à l'autre.
Et elle ignore aussi, bien sûr, qu'il y a énormément d'autres facteurs environnementaux qui évoluent aussi dans le temps, auxquels l'individu est exposé. En même temps, l'approche scientifique, c'est une approche qui va essayer de simplifier les problèmes et de les isoler, de les attaquer un par un. Donc peut-être que ce n'est pas si idiot que ça, comme modèle, de travailler exposition par exposition. Et effectivement, ça a du sens, mais ça pose quand même de vrais défis et de vraies difficultés. L'une d'entre elles, c'est celle qui, en fait, est liée au fait que, en général, même si on publie exposition par exposition, on a des données sur un grand nombre d'expositions. Et en général, la situation, c'est qu'on va publier successivement dans la même cohorte sur un grand nombre d'expositions. Donc, quelque part, et je pense que vous me pardonnerez de faire une métaphore un peu alpine, on va vendre le saucisson en tranches. Donc on va faire une première publication sur bisphénol A et obésité, et puis quand on a un financement pour doser une autre molécule comme les parabènes, on va faire méthylparabène et obésité, et puis après les PCB, puis après activité physique, etc., etc. Bon, pourquoi pas, sauf que bien sûr, quand on a tous ces résultats qui surviennent un petit peu au même moment, on va être, si jamais il y en a un qui est inférieur à une valeur un peu magique comme 5%, on va être plus tenté de publier ce résultat que ceux qui sont à 5,1%. Il se peut que ça arrive. Et même si jamais vous avez vraiment le souci d'essayer de tout publier, il se peut que vous soyez face à des éditeurs de revues qui préfèrent votre papier UP vaut 4,9% que celui UP vaut 5,1%. Donc, un premier problème clair avec cette approche, c'est celui, disons, on va dire, de biais de publication, qui n'est pas du tout souhaitable, parce que clairement, ça fausse les méta-analyses, qui est le devenir de toute étude. En général, comme je l'évoque, il y a des comparaisons multiples qui sont faites, mais elles sont cachées, et ça aussi, c'est un problème. Ça ne permet pas de corriger pour les comparaisons multiples. Alors, on peut discuter de la pertinence de la correction pour les comparaisons multiples. Rothman considère que c'est pas forcément nécessaire, en tout cas dans le cadre d'approches comme celle de l'épidémie environnementale. Mais en tout cas, on cache les comparaisons multiples quand on publie exposition par exposition. On ne peut pas aussi écarter la possibilité d'un biais de confusion. Les autres expositions qui sont là, même si elles influencent la maladie, peut-être que ce n'est pas un problème tant qu'elles ne sont pas corrélées avec notre exposition d'intérêt. Maintenant, si elles sont corrélées, il y a clairement la possibilité d'un biais de confusion qu'on ne peut pas prendre en compte dans ces études mono-exposition. Pas plus qu'on peut prendre en compte les interactions ou la synergie entre substances que nos collègues toxicologues commencent à savoir décrire et dont ils nous disent que c'est quelque chose qui peut tout à fait survenir. Par ailleurs, on a dans ces études mono-exposition des enjeux qui sont liés à l'erreur de mesure, qui sont d'autant plus importants pour les substances à demi-vie courte, et qui est un vrai problème. Et puis on aimerait aussi pouvoir, pour aider les décideurs, hiérarchiser toutes ces substances qui peuvent avoir une influence sur notre santé. Et là encore, c'est pas très simple, même si on peut, et c'est l'exemple des projets tels que ceux du Global Burden of Disease, on peut réussir à fournir une hiérarchie à partir de relations dose-réponse qui viennent d'études différentes, mais on n'est pas bien sûr que la qualité de l'information soit la même et que ça ait du sens de pooler toutes ces informations entre elles. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'exposome peut permettre de répondre à tous ces défis? Clairement, pour le premier problème qui est de couper le saucisson en tranches, l'exposome est une solution intéressante parce qu'on vend le saucisson en un seul morceau. On n'a plus le problème d'essayer de publier le papier avec des associations pas nettes du tout, ou des bêtas proches de zéro, ou des associations dont on ne sait pas si ça correspond à une association réelle avec une faible puissance ou pas du tout d'association. Là, on a un seul papier où on va décrire 200 associations d'un coup, comme on le fait bien sûr dans le génome. Peut-être que les éditeurs des revues seront moins contents parce que ça fait moins de papier, mais il y a clairement ici, par rapport au biais de publication, un vrai progrès potentiel. Je pense qu'on rend aussi visible clairement tous les tests multiples qu'on fait,
Et puis, on peut prendre en compte le biais de confusion par les coexpositions si on arrive à adopter une approche statistique satisfaisante. Pour les autres points, je pense qu'il y a du potentiel à terme pour que les personnes qui travaillent sur l'exposome et tous ceux qui gravitent autour trouvent des solutions, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Et il y a un autre point sur lequel les études sur l'exposome peuvent apporter des réponses, qui est d'identifier des sous-groupes à risque qui cumuleraient l'exposition à un grand nombre de facteurs simultanément. Alors pour pouvoir faire tout ça, il faut être capable de mesurer efficacement les expositions. Là, il y a énormément de progrès qui ont été faits, c'est pour ça que ce concept d'exposome a pu naître, c'est parce qu'en gros la solution technique est en partie déjà là. On s'appuie sur les épaules de beaucoup de monde, on peut faire remonter cette discipline d'épidémie environnementale à John Snow en 1850 à Londres, qui s'est appuyé sur des techniques de, on peut dire, de cartographie pour essayer de comprendre l'origine des épidémies de choléra. C'est des techniques qui sont toujours très utilisées et qui sont très puissantes, qui ont été combinées par la suite à des approches qui s'appuient sur des dosimètres et des stations de surveillance qu'on a mis dans l'air extérieur. À partir des années 80-90, à la révolution des biomarqueurs, et puis toutes ces techniques se sont affinées. Pour ce qui est des données extérieures, il y a eu un fort développement de toutes les techniques de modélisation à fine échelle, à partir de mesures, de cadastres d'émissions, de données sur les sources. Et puis les outils autour des biomarqueurs se sont aussi fortement améliorés. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a en gros, et vu de très loin, deux grandes familles d'approches. Un premier ensemble d'approches pour caractériser l'exposome extérieur et les facteurs pour lesquels on a un milieu ou une voie principale d'exposition, typiquement l'air par exemple, avec des dosimètres qu'on met dans l'environnement ou qu'on fait porter au sujet, des smartphones qu'on donne aux gens pour suivre leur déplacement, peut-être leur exposition au bruit. Et puis d'un autre côté, toutes les approches qui s'appuient sur les biomarqueurs et dont c'est pas facile de se passer pour les produits chimiques pour lesquels les voies d'exposition sont multiples, typiquement comme les pesticides qu'on va retrouver dans notre alimentation, dans notre eau, peut-être un petit peu dans notre air, peut-être aussi dans certains cosmétiques ou produits de consommation courante. Alors, est-ce qu'on en est au stade des études sur la génétique? Si vous participez à une étude à visée essentiellement génétique, en gros, le fardeau pour participer, c'est voilà, une goutte de sang, ou même pas à la limite, parce qu'on n'a pas besoin forcément de sang pour faire de l'ADN. Et puis voilà, après on va peut-être croiser ça avec le système des données de santé, si on y a accès et qu'on a les bonnes techniques. Est-ce que c'est pareil pour les premières études sur l'exposome? On n'en est peut-être pas là, ou en tout cas au début on n'en était pas là. Je pense que il y a quelques années, l'étude idéale sur l'exposome, elle impliquait plutôt un fardeau de participation de cet ordre-là, avec des échantillonneurs actifs, des capteurs pour les champs électromagnétiques, des échantillonneurs passifs qui peuvent être efficaces pour certains gaz. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier un jerrycan pour le recueil de l'urine des dernières 24 heures. Vous verrez pourquoi il faut l'urine au moins des dernières 24 heures. Donc ça, je mets que c'était les premières études sur l'exposome. Elles n'ont pas forcément eu lieu, hein, parce qu'il y en a des comme ça, mais il y avait 3 participants. Il y en a une qui a été publiée récemment, d'ailleurs, dans une très bonne revue. Il y avait 3 participants, dont le premier auteur de l'étude. Lui, il avait un suivi de 18 mois, et puis les autres, ils étaient suivis 3 mois. J'étais pas très impressionné par le design, mais ils ont été publiés dans Cell, une revue avec un bel impact factor. Mais ça, c'était avant, parce qu'entre-temps, il y a eu la révolution, la révolution des biomarqueurs, qui fait qu'à partir d'un assez faible volume de différents prélèvements biologiques, et on ne peut pas se contenter d'avoir l'urine, ce qui est le plus facile à recueillir, parce que pour les polluants persistants, on n'en trouve pas vraiment la trace dans les urines. Mais avec un petit volume, on peut avoir plusieurs centaines aujourd'hui de biomarqueurs qui sont dosés de manière très sensible, quantitative et complètement annotée si on utilise des approches ciblées. Ça, c'est les résultats de notre projet Helix, où avec quelques millilitres, on a dosé ces substances et on aurait pu, avec un peu plus d'argent, en faire plus. Voire, si vous utilisez des méthodes non ciblées, plusieurs milliers de substances
Sauf que là, c'est un petit peu moins quantitatif, c'est un petit peu moins sensible, et puis c'est moins bien annoté, c'est-à-dire que vous avez pas mal de pics, mais il y a beaucoup de travail pour savoir ce qu'il y a derrière chaque pic. Alors c'est une révolution, mais on n'a pas encore vraiment tiré les fruits complets de cette révolution, je pense. La solution technique ne suffit pas, et même si depuis en gros une dizaine ou une vingtaine d'années en épidémiologie environnementale, on a recours à ces techniques, on voit encore qu'une partie de la situation, et ça c'est lié à quelque chose d'essentiel vraiment, qui est lié à la toxicocinétique des substances qui nous intéressent. Je vous ai parlé tout à l'heure des premiers polluants émis dans notre environnement. Ils sont là, typiquement les polluants anciens, et vous voyez qu'ils ont une demi-vie assez longue. Le DDT ou son métabolite, c'est, disons, de l'ordre d'une dizaine d'années. Même dans le cas de substances qui ne sont pas très persistantes, comme le mercure, on est au-delà d'un mois. Maintenant, toutes les nouvelles molécules qu'on synthétise aujourd'hui, elles ne sont pas persistantes, parce qu'en fait, on a demandé aux industriels d'arrêter de faire des molécules persistantes qui sont aujourd'hui interdites. C'est la convention de Stockholm, notamment, qui interdit tout ça. Et donc, les pesticides organophosphorés, les bisphénols, triclosan, phtalates et autres, sont des substances dont la demi-vie est d'ailleurs pas très bien quantifiée chez l'humain, mais probablement de l'ordre de l'heure ou de la journée. Et voilà ce que ça donne, hein, nous, dans le cadre de l'étude de faisabilité de notre cohorte cépage à Grenoble. On a demandé à des femmes enceintes de recueillir toutes leurs urines sur une semaine, environ 70 par femme. Chaque courbe, c'est une femme, et vous avez les variations du niveau de bisphénol A ou triclosan au cours de la semaine, et vous avez vraiment des variations de 1 à 10, clairement d'un jour à l'autre, voire dans certains cas, au sein d'une même journée. Donc selon que vous fassiez votre prélèvement à 8 heures ou à 18 heures, ou à midi, vous allez avoir des réponses complètement différentes. Alors, on a fait il n'y a rien de très compliqué derrière tout ça, mais on voulait vraiment quantifier l'impact de ces variabilités et surtout du recours à un unique échantillon biologique pour quantifier les expositions, qui est ce qu'on a fait pendant très longtemps avec les biomarqueurs. Donc on a simulé des biomarqueurs qui avaient une certaine variabilité. Bon, là, les valeurs sont centrées, donc on a l'impression que la valeur moyenne est la même pour tous les sujets, mais enfin, l'important, c'est qu'on a simulé une variabilité assez réaliste avec une erreur qu'on appelle une erreur de type additive, qui correspond à une situation où le niveau mesuré varie aléatoirement autour de la valeur réelle, qui serait la valeur moyenne si on arrivait à la mesurer. Et on a comparé ce qui se passait dans le cas d'une situation où on va mesurer l'exposition à partir d'un unique prélèvement chez chaque personne, avec la situation idéale où on va avoir la vraie valeur, qui est la valeur moyenne qu'on aurait sur l'ensemble de la fenêtre d'exposition pertinente. Et on sait que d'un point de vue théorique, dans le cas de cette erreur de type classique, ce qu'on attend, c'est une atténuation de la relation dose-réponse. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Si vous simulez une substance qui a une certaine variabilité intra-individuelle, variabilité qu'on quantifie par le coefficient de corrélation intraclasse, l'ICC, vous voyez que vous avez un biais. Si l'ICC vaut 0,6, le biais il est de l'ordre de 40%. Si la pente vaut 100, eh bien, vous voyez juste 60. C'est élémentaire, la formule, c'est que le biais vaut 1 moins l'ICC, le biais sur une échelle multiplicative. Si le coefficient de corrélation intraclasse vaut 0,2, le biais est de 80%. Vous devriez voir 100, en moyenne, vous voyez 20. Ce qui veut dire que bien souvent, vous ne voyez rien, parce que la puissance a fortement baissé. Mais en moyenne, vous voyez 20 au lieu de 100. Et en fait, un ICC de 0,2, ça existe. Le bisphénol A est probablement autour de ça, voire même un tout petit peu en dessous. Alors, on a essayé de généraliser cette situation au cas de l'exposome. Si vous faites une étude sur l'exposome avec des polluants persistants que vous allez assez bien mesurer avec une goutte de sang parce qu'ils sont persistants et que en fait, la goutte de sang va vous donner une bonne idée de leur exposition sur une période longue, et puis d'autres qui sont mesurés dans l'urine et qui sont peu persistants pour lesquels la goutte d'urine vous donne une idée de l'exposition au cours des dernières heures, en fait, de façon pas étonnante, vous allez avoir une sensibilité qui peut être très bonne pour les polluants très persistants, qui sont ceux dont l'ICC est proche de 1, c'est-à-dire pas de variabilité intra-individuelle, et puis qui peut être très proche de 0 dans le cas des composés dont la variabilité est très importante. Donc vous avez
si vous faites des études sur l'exposome sans vous soucier de l'erreur de mesure, vous risquez de ne voir que l'effet des composés les plus persistants ou de l'effet des composés les mieux mesurés. Ce qui est en soi pas étonnant, mais malheureusement les premières études sur l'exposome sont parties avec la fleur au fusil, avec une approche dans laquelle on n'allait pas forcément faire plus d'efforts pour quantifier les polluants peu persistants que les polluants persistants. Donc en gros, et ça explique, je pense, une partie de l'image un petit peu hétérogène de la littérature sur la relation entre les biomarqueurs d'exposition et la santé, quand on s'appuie sur un unique prélèvement biologique, on voit le sommet de l'iceberg et pas l'ensemble. Est-ce qu'il y a moyen de voir l'ensemble? Oui, il y a moyen de voir l'ensemble. Et une technique extrêmement simple qu'on a proposée, ça consiste tout simplement à faire le parallèle avec ce qu'on fait dans les travaux sur les polluants de l'air, pour lesquels on est face à des polluants qui varient très fortement au cours du temps, mais pour lesquels on arrive très bien à quantifier l'impact sur la santé. Et pourquoi est-ce qu'on arrive bien à quantifier l'impact des polluants atmosphériques sur la santé? Il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'on quantifie très bien leurs variations au cours du temps. Et donc l'idée, c'est qu'au lieu de s'appuyer sur un unique échantillon biologique, on va en faire plusieurs au cours du temps, dans la fenêtre pertinente, pour chaque sujet. Alors, ce qu'il y a de pratique en plus avec les prélèvements biologiques liquides, c'est que si on les mélange, on n'est pas obligé de faire un dosage dans chacun des prélèvements, mais qu'on peut se contenter de doser le pool des prélèvements, bien sûr, au sein d'un même sujet. Ce qui fait qu'en termes de coût, cette approche qu'on peut appeler l'approche qui consiste à faire du pooling intra-sujet des échantillons biologiques, elle ne coûte pas forcément plus cher en termes d'analyse biologique qu'une approche dans laquelle on aurait un unique échantillon biologique. Et donc, on va prendre ce pool et c'est notre mesure de l'exposition. Et on peut, avec la simulation que j'ai évoquée, quantifier le nombre d'échantillons nécessaires pour atténuer le biais. Si vous avez un ICC à 0,6 avec une dizaine d'échantillons biologiques, même pas, vous arrivez à limiter très fortement le biais et à le ramener à moins en dessous de 10%. Si l'ICC vaut à 0,2, on est plutôt à quelques dizaines d'échantillons biologiques nécessaires. Mais c'est tout à fait possible. Nous, dans la cohorte qu'on a mise en place à Grenoble, CEPAGE, les femmes enceintes nous donnent une quarantaine d'échantillons biologiques au moins pendant la grossesse. C'est plus facile de recueillir des échantillons biologiques répétés que de remplir des questionnaires pendant des heures et des heures, en tout cas dans notre expérience. Donc on peut, avec des approches comme ça, de pooling intra-sujet des échantillons biologiques, réduire le biais et, bien sûr, augmenter la puissance statistique sans augmenter le coût des dosages. Alors pour chaque substance, en fonction de sa variabilité, vous avez un nombre optimal d'échantillons à collecter. C'est quelque chose qu'on vient de publier dans le cadre du projet ELIX et vous pouvez, si vous voulez, vous y référer. Donc je crois qu'avec ça, on pourra vraiment tirer tous les fruits de la révolution des biomarqueurs, mais il y a encore, à ma connaissance, extrêmement peu de cohortes dans lesquelles on s'est fatigué à avoir ces recueils répétés d'échantillons biologiques. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'épidémie environnementale, on m'a dit « fais pas d'études sans prélever des échantillons biologiques ». Et puis moi, j'ai prélevé docilement un petit peu d'urine, un petit peu de sang. Maintenant, ce que je dirais, c'est de prélever un grand nombre d'échantillons urinaires. Pour le sang, c'est moins crucial parce que ça permet de doser des substances qui sont beaucoup plus stables. Alors voilà, on a très bien mesuré toutes nos expositions environnementales. Enfin, c'est ce qu'on espère faire dans notre prochain projet, parce que dans le premier projet ELIX, on n'avait pas ces prélèvements répétés. Comment est-ce qu'on les met en lien, toutes ces expositions, avec la santé? Et bien là encore, on va marcher sur les pas de nos aînés qui ont débroussaillé le chemin de la génomique, et on va faire des exposome-wide en transposant l'approche des génome-wide. Donc là, vous avez un Manhattan plot similaire à ce qu'on fait dans la génomique, sauf que ce n'est pas des chromosomes que vous avez en bas en couleur, ce sont des familles d'expositions chimiques, les composés volatiles, les phtalates, les phénols, le perchlorate, etc. Et en ordonnée, vous avez quelque chose qui est inversement proportionnel à la p-valeur, et donc vous pouvez comme ça identifier les associations statistiquement les plus nettes. Ça, dans ce premier papier, ils n'avaient pas corrigé pour les comparaisons multiples, mais il n'y a pas de problème pour le faire. Il y a tout un tas de techniques, et je ne vais rien vous apprendre, qui permettent de corriger pour les comparaisons multiples, par exemple les approches de type false detection rate. Donc, on pourrait très bien, comme on l'a fait
avec les études sur les gènes candidats qui sont allés vers les études génomiques, passer en épidémie environnementale des expositions candidates aux études exposome-wide. Alors dans le cadre du projet Helix, comme il a fallu pas mal de temps pour recueillir les données, on s'est dit qu'on allait quand même tester toutes ces approches et simuler les données qu'on était en train de recueillir par ailleurs pour essayer d'anticiper l'analyse et les résultats. Donc on a comparé plusieurs approches, plusieurs modèles, et donc pour comparer qu'est-ce qu'on attend d'un modèle statistique, finalement, à peu près la même chose qu'un témoin dans un procès, il faut qu'il nous donne la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Toute la vérité, c'est-à-dire il faut qu'il soit sensible, et rien que la vérité, il faut qu'il n'ait pas trop de faux positifs. Donc on a pris des données sur l'exposome, avec la vraie structure des données sur l'exposome et leur structure de corrélation telle qu'on l'avait dans les données, et on a regardé la puissance de cette approche IWAS et d'autres approches pour mettre en évidence les associations, et on espérait avoir quelque chose qui ait une bonne sensibilité et un faible taux de faux positifs, c'est-à-dire qu'il soit dans cette zone du carré vert. Et quand on a simulé donc un outcome de santé qui était lié à 1, 2 ou jusqu'à une vingtaine de ces déterminants de notre exposome qu'on avait simulé avec 200 expositions qui étaient mesurées, la première approche, c'est l'approche dans laquelle on teste chaque exposition séparément sans corriger pour les comparaisons multiples. Et là, de façon pas forcément étonnante, on a un taux de faux positifs extrêmement élevé. Là, vous allez me dire, c'est évident, vous n'avez pas corrigé pour les comparaisons multiples, c'est tout à fait normal que le taux de faux positifs soit élevé. Donc du coup, on a fait l'approche IWAS, c'est-à-dire le JWAS en corrigeant avec Benjamini-Horberg pour les comparaisons multiples. Et oui, le taux de faux positifs a diminué, mais en fait, il n'a pas diminué de manière très importante, il a même diminué très peu. Donc l'approche était sensible. Oui, on trouvait toutes les expositions, mais au milieu de plein de facteurs qui n'étaient pas du tout les vrais prédicteurs sur les 200. En gros, l'approche IWAS va vous en sortir une centaine, il va en avoir 5 ou 6 qui sont bons, et puis 95 qui ne sont pas bons. Donc on n'a pas besoin de statistiques et de mettre des millions pour faire ça. Moi, je mets tout dans la case coupable. Et puis, bien sûr, je vous aurais dit la vérité, mais je ne vous aurais pas dit rien que la vérité. Donc, vous ne serez pas très avancé. Alors, peut-être qu'en rajoutant une étape de régression multiple, on va réussir à démêler le coupable de ceux qui sont simplement des variables liées à un vrai prédicteur, sans être causalement liées à l'outcome. Quand on fait ça et qu'on rapproche et qu'on rajoute une étape de régression multiple de tous les hits qui sortent de l'approche IWAS, effectivement, le taux de faux positifs diminue un petit peu, mais au prix d'une diminution assez forte de la sensibilité de l'approche. Donc, à l'issue de cette simulation, on s'est rendu compte que par rapport aux promesses que je vous avais faites au début, oui, on n'a pas de biais de publication, on peut faire tous les tests. Oui, on peut prendre en compte le nombre de tests qui sont faits, mais on a un petit peu de mal à corriger efficacement pour ces comparaisons multiples, parce qu'on n'arrive pas à descendre à un taux de faux positif de 5%. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, l'explication à tout ça, elle est liée à la corrélation dans les expositions. Toutes les approches, Benjamini-Horberg, etc., ça suppose que soit vous êtes dans un modèle de conséquence de la maladie, auquel cas, le problème de corrélation entre les conséquences de la maladie, ce n'est pas des biais de confusion, il n'y a pas de problème, soit si c'est des prédicteurs, ils ne sont pas corrélés. Mais dès que les prédicteurs sont corrélés, Benjamini-Horberg ne marche plus. Donc, quand le modèle ne colle plus à la réalité, soit vous êtes un artiste et vous changez la réalité, soit vous êtes un scientifique et vous essayez de changer de modèle. Et là encore, je ne vais rien vous apprendre. On est dans la problématique des données de haute dimension, même si avec l'exposome, c'est de la petite haute dimension. Enfin, c'est déjà largement suffisant en termes de problèmes que ça pose. Et si on se limite aux approches statistiques de manière très schématique, on va soit avoir envie de faire de la sélection de variables, soit de manière univariée, mais c'est l'approche de type GWAS, IWAS, et on voit que ça ne marche pas très bien quand il y a de la corrélation, soit avec des outils multivariés, ou bien on va essayer d'avoir des approches de réduction des données. Et alors tout ça, on peut le faire, et on a commencé par ça de manière complètement agnostique, mais bien sûr, et là encore, je vais rien apprendre à certains d'entre vous,
on peut aussi le faire en essayant d'inclure de l'information a priori. Et là, on n'est pas encore là. Je sais que certains d'entre vous, je m'en suis rendu compte en regardant les publications de Rodolphe ce matin, sont plus avancés que nous sur ces questions. Mais on essaye, nous aussi, dans le cadre d'une thèse qui est en cours, d'aller chercher de l'information biologique sur les couches intermédiaires comme le méthylome pour faire de la réduction de dimension informée de notre exposome. Mais enfin, à ce stade, notre conclusion, c'est que ce n'est pas très simple. Donc là, juste quelques mots sur les approches complètement agnostiques. En fait, quand on teste ces approches de sélection de variables ou de réduction de la dimension que je viens d'évoquer, eh ben, vous voyez que certaines d'entre elles se débrouillent un petit peu mieux quand même que l'Iwaz et ont un taux de faux positifs plus faible avec une diminution de la sensibilité qui n'est pas trop catastrophique. C'est loin d'être génial, mais voilà, avec, en l'occurrence ici, c'est l'algorithme Deletion, Substitution, Addition, ou l'approche ElasticNet, on se rapproche d'un domaine où l'efficacité du modèle est nettement meilleure qu'avec l'approche Iwaz. Donc c'est les approches qu'on utilise dans le projet Helix, et je crois qu'il faut interpréter avec beaucoup de prudence toutes les études qui sont faites avec cette approche Iwaz, qui risque d'avoir un taux de faux positif très important. J'avais évoqué la question des mélanges. Est-ce qu'on a des techniques efficaces pour détecter les interactions entre deux variables? Donc là, vous voyez qu'en fait, on fait que malheureusement augmenter la dimension, parce qu'on se met à considérer toutes les interactions possibles, peut-être au moins d'ordre 2, voire plus, entre les variables. Donc on a, avec nos collègues d'AS Global, et c'est Xavier Bazagagna qui a fait ça, on a étendu notre simulation en mettant cette fois-ci des termes d'interaction. Et je vais aller très vite, et on a comparé que des modèles existants proposés par différents collègues à travers la planète pour identifier ces interactions. En gros, la situation, c'est qu'il y en a très peu qui sont sensibles. Et en général, celles qui sont sensibles sont malheureusement pas du tout spécifiques ou enfin ont un taux de faux positif élevé. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on est probablement dans une situation où si on reste dans une approche complètement agnostique, on n'est pas prêt, je pense, avec la taille en tout cas des études sur l'exposome actuel, de vraiment mettre en évidence efficacement les interactions et les effets cocktail, disons. Et peut-être qu'il y a de l'espoir si on réussit à faire rentrer de l'information biologique pertinente grâce aux données de toxicologie et de biologie. Alors pour terminer, je vais très rapidement vous donner quelques exemples d'études sur l'exposome, où vous voyez qu'en gros, on sait à peu près mesurer les expositions, où on sait comment il faudrait faire si on avait beaucoup de moyens. On sait quelles approches statistiques ne marchent pas très bien et à quels problèmes il faut faire attention. Et donc, on a, dans le cadre du consortium Helix, mis en place un des projets sur l'exposome, qui est un projet sur l'exposome de la vie précoce. C'est dans le cadre de la thématique d'OAD, des origines fétales des maladies. Je pense que le premier rapport de cette étude, c'est de caractériser l'exposome sur, en l'occurrence, environ 1300 femmes enceintes et leurs enfants, à l'échelle de 6 pays européens. Et vous voyez ici simplement la corrélation entre toutes les expositions qu'on a mesurées. On ne peut pas très bien lire, mais ce que vous voyez, c'est des corrélations un petit peu plus élevées par bloc. Et en fait, chaque bloc, c'est une famille de polluants. Et donc ça, c'est déjà très intéressant parce que ça nous dit qu'il y a de la corrélation dans l'exposome. En gros, elle est en moyenne à 0,10, 0,20, si vous faites toutes les combinaisons possibles. Mais elle est par bloc, c'est-à-dire que les polluants de l'air sont corrélés entre eux, les phtalates vont être corrélés entre eux, les métaux vont être corrélés entre eux, mais il n'y a pas tant que ça de corrélation interfamille. Donc c'est intéressant par rapport à ce que j'évoquais au début, à savoir la question du biais de confusion par les coexpositions. Si vous voyez un effet du bisphénol sur l'obésité, peut-être que c'est lié à d'autres phénols, et en l'occurrence le bisphénol il est lié à pas grand-chose. On ne le voit pas là-dessus, mais c'est le cas. Mais il y a peu de chances que ce soit lié à une exposition aux métaux ou à un autre facteur environnemental. Il se peut que ce soit lié à des facteurs comportementaux. Ça, comme l'exposition peut être liée à des comportements, ça on ne peut pas l'écarter. Donc déjà, ça, c'est un premier élément, je pense, descriptif très intéressant. On a aussi les niveaux d'exposition à des centaines d'expositions, à des centaines de facteurs comme ça. On peut aussi voir la corrélation avec des facteurs sociaux pour essayer de voir si certains sous-groupes de la population cumulent certaines expositions. Alors, on se rend compte notamment que, ça c'est une étude américaine, mais on a pour certains facteurs des choses similaires.
les personnes les plus défavorisées socialement vont avoir tendance à être exposées à un certain nombre de facteurs. Ici, ce que vous voyez, c'est des niveaux plus importants de phtalates, de composés aromatiques polycycliques, de cadmium, ça vient probablement d'exposition au tabac, de plomb, qui est plus important donc chez tous ces sujets défavorisés socialement. Mais en fait, ils ne cumulent pas toutes les expositions. En l'occurrence, il y a des facteurs qui sont plus forts chez les gens les plus favorisés socialement. Et par exemple, le mercure, on le retrouve plutôt dans les classes sociales favorisées. Pourquoi ? Tout simplement parce que la source principale de mercure, c'est le poisson, et que ça coûte cher de pouvoir se permettre de manger du poisson. Donc on peut arriver, grâce à ces études descriptives, à déjà faire un tableau de la répartition sociale, géographique, des expositions environnementales. Et puis on peut aussi, bien sûr, et je vais le présenter très rapidement, le mettre en lien avec la santé. Et je vais prendre le premier exemple qu'on a attaqué dans le cas de Helix, c'est celui du poids de naissance. Donc on a caractérisé l'exposition à ces 200 expositions dans cette population de 1300 enfants. Et en utilisant l'approche du DSA, qui était l'algorithme qui nous semblait le plus puissant d'après notre simulation, il y a une seule exposition sur les 200 et quelques qu'on avait quantifié qui était associée au poids de naissance, c'est le plomb, qui était associé à une diminution du poids de naissance après ajustement et après correction autant qu'on pouvait pour l'erreur de mesure qu'on a corrigée non pas en recueillant des échantillons répétés parce que les cohortes étaient trop anciennes, mais en utilisant une approche de désatténuation qui s'appuie sur la connaissance extérieure du coefficient de corrélation intraclasse. Donc c'est pas forcément une surprise, le plomb c'est probablement un de nos meilleurs ennemis, ça fait 2000 ans qu'on sait que c'est pas bon pour la santé. On s'est empoisonné avec le plomb d'abord dans les cosmétiques, dans le vin, dans la peinture, dans l'essence, entre 1925 et 2000. Et il est toujours présent, notamment du fait qu'on l'a interdit dans l'essence qu'en 2000. Et cette association qu'on trouve aujourd'hui est tout à fait plausible et cohérente avec ce qui a été décrit dans d'autres études. On a cherché des interactions, et vous ne serez pas étonné avec la simulation que je vous ai présentée, d'apprendre qu'il n'y a aucun terme d'interaction qui ressortait avec l'approche qu'on a utilisée, qui est DSA2, qui est la généralisation du DSA, en testant tous les termes binaires. Voilà, alors où est-ce qu'on en est ? Vous voyez qu'il y a beaucoup de promesses avec cette approche de l'exposome. On a clairement compris les limites d'une transposition toute simple de l'approche des GWAS à l'exposome dans ce qui serait l'IWAS. Dans un projet comme Helix, on est capable de décrire l'ensemble des tests qu'on fait, et dans les publications, en plus de ressortir ce qui est le plus net, on a un tableau avec l'ensemble des bêtas qui peuvent être utilisés pour des méta-analyses futures, et je pense que c'est l'apport principal de ce genre de travail, en oubliant les petits p. On fait de notre mieux pour corriger les comparaisons multiples, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à comprendre et à avancer dans ce contexte où on a de la corrélation. On peut arriver à écarter la corrélation par les coexpositions. Tant qu'on aura un effectif faible ou qu'on n'aura pas d'approche qui font appel à de l'information a priori, je pense qu'on ne sera pas très efficace pour identifier les effets cocktails. Et puis on a un vrai enjeu concernant l'erreur de mesure, pour lesquels on a des outils pour s'en tirer, et notamment le recours à des échantillons biologiques répétés, et soit une analyse de chaque échantillon, et on utilise des modèles d'erreur de mesure, soit l'approche de pooling que j'ai évoquée. Voilà, et donc tout ça va nous permettre un jour de réussir à faire quelque chose de ces données multicouches qu'on est en train de recueillir et dans lesquelles on a à la fois l'exposome, la santé et tout un tas de couches omiques intermédiaires sur un grand nombre de sujets. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.